Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Le séisme au Japon. Des inquiétudes concerneraient des armes chimiques pouvant modifier la climatologie de notre planète. Des machines permettraient aussi d'anticiper des phénomènes sismiques locaux pouvant passer pour naturels. Les États-Unis, la Russie et la Chine détiendraient les technologies nécessaires à l'obtention de résultats dans ces domaines d'action et plusieurs autres pays chercheraient à s'en doter. Les secteurs militaires et politiques de nombreux pays sont convaincus que des séismes et des tsunamis peuvent être provoqués artificiellement et volontairement. Cela serait le cas concernant le séisme et le tsunami qui s'en est suivi au large de Sumatra en Indonésie le 26 décembre 2004. Il en serait de même pour celui de Tohoku au Japon le 11 mars 2011. Les tempêtes de 1999, en France, pourraient en être aussi une conséquence. Une arme, scalaire, permettrait de modifier le climat, les structures et les comportements des végétaux, des animaux et des humains. HAARP, aux États-Unis, aurait la faculté de créer un miroir dans la couche ionosphérique permettant de dévier des rayons à haute fréquence électromagnétique, aux capacités de bombes atomiques, sur une partie ciblée terrestre. Les maîtres du monde, constitués des grandes familles possédant le pouvoir monétaire global, issus de la noblesse et des riches familles, réunis sous l'ordre des Illuminatis, fondés au XVIIIe siècle, en seraient-ils les instigateurs? Les membres de cette secte se considéreraient comme les détenteurs de connaissances supérieures héritées de la civilisation sumérienne. Ils dirigeraient de nombreux sous-groupes. La civilisation qui domine le monde aujourd'hui est en effet la prolongation de la civilisation sumérienne, qui a inventé tout ce qui caractérise la civilisation occidentale, l'administration d'État, l'argent, le commerce, les taxes et les impôts, l'esclavage, les armées organisées, une expansion fondée sur des guerres perpétuelles et l'asservissement des autres peuples. Ce fut aussi la première civilisation à détruire son environnement. Pratiquant une agriculture intensive après avoir inventé l'irrigation, les civilisations sumériennes et babyloniennes ont transformé des prairies verdoyantes en un désert qui est aujourd'hui l'Irak. Selon certains experts internationaux, la société européenne serait en cours d'autodestruction, en raison de leurs dettes abyssales et des pressions fiscales inconsidérées. Ils seraient établis sur un système économique pervers chargé de piller les richesses publiques. La propagande de masse, par les moyens d'information, culpabilise volontairement les populations pour qu'elles renoncent à tous leurs acquis sociaux, notamment en France. La France est considérée comme un pays extrêmement riche. Par contre, la grande majorité des Français y est de plus en plus pauvre. La raison en serait la confiscation de la création monétaire étatique, mise entre les mains des banques privées qui organiseraient le chaos économique actuel, par un pillage systématisé. La manipulation systématique des populations, par une programmation mentale établie, les empêche de pouvoir définir les vraies raisons du chaos social également engendré par un chômage de masse. 1789 et son abolition des privilèges de la noblesse est à réinstaller. Les esclaves de la matrice seraient-ils encore capables de s'insurger? Un continuel maintien dans ce même système de fonctionnement, établi depuis des millénaires, serait la conséquence d'un critère essentiel, celui de l'absence d'une mémoire sociale collective et donc, de ce fait, d'une civilisation, la nôtre, facilement malléable. Une totale absence de discernement contraint à continuellement répéter les mêmes erreurs et à retomber perpétuellement dans les mêmes pièges. Le contrôle mental et une hypnose collective seraient actuellement organisés par des systèmes d'information particulièrement subtils. L'occultisme serait un autre moyen de contrôle des populations. Tous ces moyens, habilement utilisés, permettraient de conserver indéfiniment le pouvoir suprême entre les mains d'une minorité oligarchique. Nous ne serions que des esclaves programmés, par un volume informatif. La programmation des masses, par tous les moyens parfaitement identifiés et connus, permet d'obtenir une docilité sans faille, totalement incompatible avec une quelconque nécessité de leur épanouissement. Des conflits sont continuellement entretenus afin de pouvoir maintenir un niveau constant de souffrance des populations. Il convient de comprendre quelles sont les connexions existantes. Quelles sont les interférences réalisées entre des dimensions multiples, inconnues, des modèles de civilisations extérieures.
mais aussi des réseaux des dirigeants, dont les mécanismes sont en dysfonctionnement avec une éthique sociale. Tout est structuré par les dirigeants, d'une telle manière que le modèle de fonctionnement puisse échapper complètement à la vigilance de quiconque. Ces prédateurs arrivistes, sans compassion ni empathie, peuvent ainsi parfaitement contrôler les populations. Seul un certain recul permettrait d'observer la réalité du système. Cela à partir des informations complémentaires ne provenant pas des sources officielles, surtout lorsque celles-ci s'efforcent d'abord de les cacher, et ensuite de les démentir. Ne pas franchir ce cap rendrait non seulement complice mais établirait aussi un modèle de collaborationnisme. Les systèmes religieux, politiques, économiques, sociologiques, philosophiques, sont autant de rituels de consentement. La matrice représente, pour les populations, le bocal du poisson rouge, à qui l'on octroie un peu de nourriture. La seule solution consisterait à sortir de la matrice, individuellement, car collectivement cela ne sera pas possible. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Une matrice vivante. Le dogme newtonien sur la suprématie de la matière a dû laisser la place à une suprématie de la conscience. Les champs d'énergie détermineraient les fonctionnements de l'ensemble et des ensembles. Des informations se propageraient au niveau cellulaire. Le corps physique a besoin de la conscience et réciproquement. Chaque élément influencerait l'autre. Des transformations biochimiques se réaliseraient selon des formes de pensée exprimées. Des états émotionnels extérieurs agiraient également sur le fonctionnement mécanique du corps physique. La physique quantique pourrait apporter des éléments d'analyse à partir des échanges énergétiques entre les particules subatomiques. Des stimuli invisibles seraient bien plus importants que la biologie conventionnelle. Des forces énergétiques entoureraient chacun des éléments de la matière. Chaque personne représenterait un champ énergétique transmissible. Le vol organisé des rares d'oiseaux, avec tous leurs changements brutaux et de concert avec leurs directions imprévisibles, mais aussi celui des poissons, pourrait démontrer l'influence des champs d'organisation d'une conscience collective. Il s'agirait du transfert immédiat d'une information instantanée, mais également d'énergie, par une transmission quantique, sans l'influence des distances. Quel serait le mécanisme de ces intercommunications constatées? Le biophoton, photone hypothétiquement d'origine biologique n'étant pas issu du produit d'une réaction enzymatique spécifique, serait une émission électrique cellulaire. Les biophotons émis par le corps humain pourraient être libérés par l'intention mentale et moduler des processus fondamentaux au sein de la communication entre les cellules et l'ADN. Ils sont détectables par leur émission lumineuse. Ils pourraient permettre un contrôle du métabolisme par le port d'informations. Chaque gène serait une empreinte permettant la fabrication d'une protéine permettant la structure biologique et le comportement de chaque espèce. L'environnement modifierait les structures génétiques et permettrait un potentiel illimité. Des champs morphogénétiques correspondraient aux différents comportements. Chaque espèce correspond à un livre d'une bibliothèque. Ce sont les différents champs des divers systèmes énergétiques qui décident ensuite de chaque valeur. Ces champs se situeraient à l'intérieur et à l'extérieur, en formant une enveloppe énergétique détectable, à la fois dans sa globalité et aussi dans ses diversités. Chaque champ corporel serait un champ énergétique contenant de l'information. Parmi tous les organes générant des champs, le cœur serait prépondérant par son activité rythmique et électromagnétique en modulateur d'informations émotionnelles. Il aurait aussi un rôle synchronisateur et intuitif des événements à répercuter vers le cerveau puis vers le corps, sans limite de temps ni d'espace. Le cœur pourrait tout simplement être connecté à un champ d'information et d'intelligence différentes et complémentaires de ceux du cerveau. Il serait relié à une mémoire. Il serait également un système de contrôle des informations redistribuées au champ corporel. Chaque élément du corps physique serait un modèle informationnel permettant le maintien optimal de l'ensemble. Le modèle informationnel global ne serait pas complètement localisé dans le corps. Une connexion informative serait permanente avec des systèmes cohérents indépendants. Chaque cellule doit individuellement être informée et transmettre de l'information. Le développement d'une maladie ne serait qu'un défaut de transmission du système d'information. La matière serait une énergie compressée et chaque information serait une trame énergétique. La structure informative serait ainsi ordonnée dans le champ corporel.
La coordination des cellules serait réalisée selon les divers champs d'information. Il s'agirait en fait de champs d'ondes scalaires permettant le transfert instantané des informations. Il convient d'observer que le corps humain est construit à partir de 70 000 milliards de cellules, continuellement renouvelées et remplacées à l'aide de l'énergie alimentaire absorbée. L'énergie et l'information seraient, de fait, interchangeables. Chaque information deviendrait une forme d'énergie, par son ordonnancement dans l'espace. Un système de contrôle du corps ne passerait ni par les gènes ni par la chimie, mais par l'information disponible dans le champ corporel. Une distorsion informative repérée et corrigée permettrait un parfait fonctionnement physiologique et chimique de l'organisme. Chaque pathologie brouillerait l'information, et de ce fait, serait plus facilement repérable et corrigible. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Une matrice quantique. Serions-nous à l'intérieur d'une matrice virtuelle où chaque individu aurait sa propre perception d'une réalité illusoire? La matrice pourrait n'être qu'un système de contrôle permanent de l'espèce humaine, dans sa globalité, et une programmation dans son devenir. Une prise de conscience serait-elle alors possible? Est-il envisageable de s'extraire de ce carcan imposé? Sommes-nous dans un piège matriciel organisé par des entités exogènes? Ou ne serait-elle que l'instrumentation de l'élite humaine pour maintenir son pouvoir sur les masses? Ou serait-ce simplement la simulation d'un monde imaginaire? La démocratie ne serait qu'un rituel de consentements et d'illusions. Une manipulation franc-maçonnique, ou autre, simplement symbolique des règles du jeu, faussées par avance. Le respect des rituels en faciliterait les contrôles. Si ce principe pouvait être admis, il suffirait de ne plus collaborer. Tous les modèles d'information, utilisés par le système, représenteraient des modèles mensongers et de désinformation permettant de détourner l'attention des masses populaires, par des messages négatifs répétés. Tous les modèles religieux, depuis la religion monothéiste babylonienne, représenteraient un simple formatage comportemental, totalement dogmatique. Le consentement des populations en deviendrait le pire des fléaux. Y aurait-il un ou plusieurs moyens pour pouvoir s'extraire de la matrice? Est-il seulement possible d'en comprendre son fonctionnement? La compréhension que la mort ne serait pas une fin, mais un moyen de retour à l'essentiel, pourrait être une première solution de son extraction. Une désintoxication physique, psychique et psychologique, et systématique pourrait en être une seconde. Enfin, la conscience du respect de soi et des autres, par un meilleur épanouissement personnel, pourrait en être une troisième. L'accès à d'autres dimensions supérieures de perception permettrait également d'accéder à cette solution d'extraction. L'égrégore, c'est-à-dire la sortie matricielle, est difficilement réalisable individuellement. L'égrégore maçonnique préconise qu'il est préférable de concrétiser en groupe, plutôt que seul. La connaissance et la conscience seraient essentielles à une extraction conjuguée de cette matrice. L'intrication quantique pourrait expliquer cette concordance avec la matrice ou une matrice. Tout d'abord, il conviendrait de comprendre le fonctionnement attribué à la mécanique quantique. Les particules n'auraient pas des propriétés définies, puisqu'elles peuvent se trouver dans des superpositions d'états indéfinissables. Toute tentative de mesure de leur positionnement ou de leur vitesse devient alors très aléatoire et toujours indéfinissable par avance, et donc il s'agit d'un indéterminisme d'état. C'est le hasard qui déciderait de leur vitesse et de leur positionnement. L'électron, le proton et le neutron sont des composants moléculaires atomiques, qui auraient des modèles de rotations intrinsèques. En mécanique quantique, il est appelé le spin de leur champ magnétique, eux aussi aléatoires et indéfinissables. La probabilité serait elle-même aléatoire et indéterminée par une superposition d'états. L'état intriqué des particules précise une liaison constante et permanente de celles-ci. Le paradoxe réside dans une opposition à la relativité restreinte en raison de la vitesse infranchissable de la lumière. Quelle que soit la distance séparant deux photons, l'influence de l'un par rapport à l'autre serait instantanée. Seul le hasard déterminerait le résultat des mesures, sans aucune prévision possible. Malgré le risque représenté par les avis divergents, il deviendrait prépondérant d'afficher les savoirs, pour pouvoir sortir du carcan imposé, selon l'apparence, par la matrice. S'agirait-il d'un univers virtuel, de simulation holographique, illusoire?
Un monde matriciel pourrait n'être qu'une construction mathématique réalisée à partir de l'interprétation de fréquences et de l'intrication quantique où la matière ne serait elle-même qu'une intrication d'informations. La réalisation de l'univers physique pourrait n'être qu'une simulation informatique ressemblant à une conscience indépendante. Équation sur la théorie complète de la relativité générale, la constante cosmologique. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Un autre modèle cosmologique. Il serait une explication du système observable de l'univers physique. Les nouvelles caractéristiques de l'observation de l'univers physique chercheraient à expliquer ses structures. Des lois de la physique, jusqu'alors élaborées, pourraient être contredites par des éléments antiatomiques d'antigravitation. Une évaluation d'antimatière permettrait une autre évaluation plus concrète de l'univers physique. Il y aurait alors une probabilité de possibilité de procéder à deux manières de mesurer l'espace et le temps. Des particules, situées dans un second espace-temps, se présenteraient comme une masse négative ayant un effet antigravitationnel. Une antimatière à masse négative expliciterait le comportement encore inexpliqué de l'univers physique. Cette nouvelle compréhension de la cosmologie représenterait deux façons différentes dans l'explication de l'espace et du temps où les composants seraient ainsi inversés. Une inversion de l'univers permettrait de comprendre les diverses notions de sa réalisation. Une conversion de matière et d'antimatière cosmologique permettrait encore, par exemple, d'expliquer l'existence de deux entités cosmiques, l'une positive et l'autre négative, impliquant une inversion opposée du temps. Un système physique, composé de particules électriquement chargées qui, lorsqu'on inverse ces charges électriques, présenteraient des dissymétries. Les particules ne seraient décelables qu'à partir de leur comportement. Les électrons et les anti-électrons ne seraient également décelables que par la particularité de leur comportement inversé. Il y aurait alors une dualité de la matière et de l'antimatière. Dans le schéma des entités cosmiques indéterminées, en tenant compte des masses négatives, les distances seraient raccourcies d'un facteur 100 et les vitesses de la lumière seraient accélérées d'un facteur 10, soit un gain global égal à un facteur 1000. Des simulations informatiques pourraient permettre de rendre compte de cette réalité. Ces modèles fournissent une formation de la structure de l'univers visible, par l'introduction d'un second univers invisible. Une masse négative entourant les galaxies permettrait d'expliquer les particularités des réalisations dans leurs structures et dans leur comportement. L'absence d'une observation possible de cette antimatière s'avérerait pourtant être un composant du cosmos demeurant complètement invisible. Ce processus expliquerait l'apparence des galaxies naines. Il expliquerait aussi les effets antigravitationnels au voisinage des galaxies et des amas de galaxies, de leur structure spirale ellipsoïdale, ainsi que de l'accélération cosmique dans l'expansion de notre univers. Il n'y aurait plus le besoin de l'utilisation d'autres paramètres arbitraires indéfinis, tels que masse noire, énergie noire, trou noir. L'homogénéité de l'univers, primitif d'abord, puis dans son expansion ensuite, s'accorderait avec une antimatière primordiale. Les structures négatives de l'univers physique seraient réparties entre les galaxies et dans les grands vides constatés de l'univers. Une masse négative permettrait encore de comprendre que les galaxies, d'abord regroupées en amas galactiques, seraient aussi réunies dans des hyper-structures galactiques. Mais elle expliquerait également la formation des amas globulaires dont plusieurs centaines sont déjà répertoriés dans notre seule galaxie. Ces interactions, binaires, expliqueraient que les étoiles prendraient naissance dans ces amas pour ensuite s'en extraire vers la galaxie principale. Notre Soleil aurait également suivi cette stratégie particulière, ainsi que les étoiles qui l'entouraient au cours de sa formation. La physique mathématique permet de donner un sens à l'inversion de la coordonnée temporelle, qui préciserait une inversion du temps et de l'énergie. Un tel modèle cosmologique combinant des interactions entre des masses positives et négatives permettrait de comprendre que des distances puissent être raccourcies dans l'univers. Il favoriserait aussi la compréhension des voyages interstellaires. Une inversion de masse, par un changement de variable, permettrait d'emprunter un passage de l'univers positif à l'univers négatif. La masse s'inversant provoquerait une inversion du temps, par voie de conséquence. Tout objet de déplacement, ainsi que ses occupants, pouvant inverser sa masse, se retrouverait alors doté d'une masse négative.
Il y aurait donc une inversion de la flèche du temps, une inversion de l'énergie et une inversion de la masse. Un tel objet émettant alors des photons d'énergie négative deviendrait soudainement invisible, dès le moment de l'inversion. Une autre conséquence en serait une inversion du champ attractif planétaire qui deviendrait répulsif. Une opération inverse provoquerait une soudaine apparence. Des inversions répétées lui procureraient un état d'apesanteur apparent accompagné d'une antigravitation tout aussi apparente. En état atmosphérique, l'objet, de forme discoïdale ou pas, devra être chargé électriquement par un plasma et doté d'une mise en rotation de sa structure, mais non de son habitacle. Les inversions de masse permettraient de comprendre la propulsion de cette masse dans l'univers négatif, totalement inadéquat dans notre univers positif. Une singularité gravitationnelle, dans le processus de fusion nucléaire des étoiles très massives, préciserait que la gravitation générée serait devenue tellement forte qu'elle dépasserait la force maintenant les particules à distance réciproque. L'effondrement gravitationnel de ces étoiles déclencherait ce qui a été appelé un trou noir, d'où la matière ne serait plus visible. Or, il se pourrait que la masse de ces étoiles s'inverse alors en masse négative. Chassée de sa galaxie et de notre univers, constituée exclusivement de masse positive, elle irait rejoindre le complément négatif de notre univers. Cette nouvelle théorie, dénommée la théorie Janus. Janus aurait été un dieu romain. Il posséderait deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre tourné vers le futur. Le nom de Janus est assimilable à la signification de passage. Il serait le dieu qui présiderait à toute espèce de transition allant d'un état à un autre. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Le dopage génétique. Malgré la multiplicité des scandales, rien ne pourra jamais enrayer la mécanique infernale du dopage des sportifs. Une enquête édifiante dans les coulisses d'une arnaque planétaire. Le dopage a gangrené toutes les disciplines. Champions professionnels ou amateurs, ils sont trop nombreux à jouer avec l'éthique de leur sport pour améliorer leur performance dans l'espoir de ravir une place sur un podium ou d'arracher un record. Yulia Stepanova, athlète russe spécialiste du 800 mètres, a osé braver la loi du silence. Bannie de son sport après un contrôle positif à l'EPO en 2013, elle a dénoncé le dopage systématique institué par sa fédération. Des révélations fracassantes qui ont entraîné la suspension provisoire de la Russie dans l'organisation et la participation aux compétitions internationales d'athlétisme. Perpétuellement en avance sur les moyens déployés par les instances étatiques et sportives pour démasquer les tricheurs, les trafiquants diversifient leurs produits, brassant dans l'ombre des milliards d'euros, sans être inquiétés. Car pour garantir le spectacle des grandes compétitions et conforter les investissements colossaux des sponsors et des médias, l'impunité reste la règle, des intérêts convergents. Réalisée dans 8 pays, cette enquête donne la parole à des sportifs dopés, suspendus ou repentis, mais aussi quelques petits sportifs propres. Des personnalités engagées dans cette lutte ont également témoigné ainsi que des experts et des journalistes. Une enquête fouillée a mis au jour les intérêts convergents des États, des divers industriels impliqués, des fédérations et des sportifs, qui continuent à favoriser ce fléau mondial bien loin d'être éradicable. Le dopage est devenu génétique. Il est un détournement de la thérapie génique, destiné à guérir des maladies en remplaçant un gène défaillant ou en modifiant l'expression d'un gène. Le dopage génétique peut consister par exemple, à remplacer les injections d'EPO par l'insertion dans l'organisme de gènes impliqués dans la production de l'EPO, mais pas seulement. L'impact effectif du dopage génétique sur la performance est encore mal maîtrisé. Le dopage génétique présente des risques mortels tant au niveau du protocole d'introduction du gène que de l'impact du gène. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Le monde réel. Ronald W. Reagan 4-0 président des États-Unis, de 1981 à 1989, intervenant à la 42e Assemblée générale des Nations unies le 21 septembre 1987. Obsédés par les rivalités du moment, nous oublions souvent tout ce qui unit les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin de quelques menaces mondiales extérieures afin de prendre conscience de ce lien. Je pense quelquefois que nos différences disparaîtraient très vite si nous devions faire face à une menace extraterrestre. Et pourtant, je vous le demande, une force extraterrestre n'est-elle pas déjà parmi nous?
Une information, émanant d'un groupe ufologique canadien, fait état d'une rencontre de Reagan avec 3 EBE, des petits gris, le 2 mars 1982, rencontre qui laissa le président horrifié par l'aspect de ses interlocuteurs. Le 4 mai 1988, durant une réunion au National Strategy Forum de Chicago, comme il l'avait fait précédemment le 4 décembre 1985 à la High School de Folston, Maryland, il déclarait: le monde serait menacé par une espèce venant d'une autre planète aux confins de l'univers. Nous laisserions ainsi de côté toutes les différences qui existent entre nos pays. Les révélations suivantes auraient été faites par la cosmonaute russe Marina Popovich et publiées le 8 juillet 2011. Cela ne peut pas et ne doit pas être caché aux populations du monde. La sonde Phobo 2 a disparu lorsqu'elle a transmis à la Terre des photos d'un vaisseau de 25 km de long. La disparition ou la perte de contact avec les sondes envoyées depuis la Terre a été un sujet de conversation et de débat entre le président Bush père et Gorbatchev à la conférence de Malte. La sonde se serait alors trouvée à proximité de la planète Mars et de son satellite Phobo. Elle aurait précisé: il y a eu des contacts entre les astronautes dans l'espace et des êtres venus d'autres mondes. Elle aurait également précisé que la Russie ait eu à observer plusieurs milliers d'ovnis et qu'elle en détiendrait plusieurs exemplaires. Cependant, indépendamment du phénomène des objets volants non identifiés, elle aurait également précisé que des scientifiques russes se seraient penchés sur des recherches particulières. Ils auraient ainsi découvert des interactions permanentes entre les émotions humaines et les champs électromagnétiques de la Terre. La présence de zones obscures aurait été détectée dans des champs situés au-dessus des parties terrestres en guerre. Ces scientifiques auraient établi des corollaires entre les chaos émotionnels humains et des réactions, toujours plus violentes de notre planète, aux perturbations qu'ils lui causent. Des impacts auraient également été constatés sur l'activité de notre étoile, le Soleil. De tels impacts devraient, selon Marina Popovich, être portés à la connaissance des populations afin de nécessiter un changement radical des comportements de l'espèce humaine et de sa moralité. Des fuites de hauts responsables civils et militaires pourraient avoir été volontairement autorisées. Ceci afin de mieux préparer les nouvelles générations humaines à se sensibiliser aux gigantesques changements moraux que les révélations de l'existence des entités biologiques extérieures, d'une part, et de celles des énormes découvertes scientifiques liées à la rétro-ingénierie, d'autre part, provoqueront. À moins que ces fuites ne soient, une fois de plus, une manipulation des marionnettistes, afin de leur permettre de conserver le contrôle de la situation. La France est un exemple typique d'une volontaire rétention des informations avec l'aide de son système d'information particulièrement complaisant à l'égard des pouvoirs de l'ombre. Toujours selon Marina Popovich, des études réalisées à Moscou auraient déterminé que la Terre serait entourée d'un immense réseau énergétique, correspondant au schéma géométrique de la répartition de ses continents. La géologie de ces continents répondrait à des schémas directeurs énergétiques qui seraient propres au tissu de son réseau global d'énergie. Un anneau énergétique envelopperait notre planète. Il aurait pour résultat de mémoriser des registres de conscience de toutes les formes de vie et de tout l'historique s'y rapportant. Il s'agirait d'une structure de champ dissociable de son modèle physique. Mais la structure même de notre univers physique s'ordonnerait également selon des schémas géométriques particulièrement déterminés. Ces champs énergétiques seraient éthériques et chargés d'émotions. Toutes les individualités, végétales et animales, auraient la faculté d'affecter ces champs d'une façon positive ou négative, sur notre planète, mais aussi à des niveaux cosmiques. Tous les sentiments et les pensées y seraient enregistrés. Ils auraient un effet direct sur les modèles de rayonnement climatique. Ils apparaîtraient être aussi l'une des conséquences des actuels changements climatiques. Toutefois, il ne s'agirait que d'une petite partie d'un immense processus s'inscrivant dans un ordre cosmique parfait. Des processus cycliques inévitables seraient indépendants des influences humaines. Tout, dans l'univers, serait interconnecté et la Terre n'échapperait pas à la règle. Des charges négatives seraient susceptibles d'affecter l'espèce humaine, à partir des champs énergétiques terrestres, et aussi à partir de ses propres agissements. Des chercheurs médiumiques russes se seraient retrouvés sur des plans astraux, en présence d'Américains évoluant dans les mêmes domaines de recherche qu'eux.
Ces domaines concernaient, entre autres études, les influences de champs sur la vie, sur le contrôle mental et sur des modifications du climat. D'autres études concernaient l'antigravité, les champs scalaires, les énergies vectorielles et le vide. Des applications de ces découvertes pourraient très avantageusement changer le destin de l'espèce humaine. Les très grands bouleversements de l'écosystème terrestre et de ces changements climatiques devront contraindre l'humanité à des adaptations radicales dans l'organisation morale de l'actuelle civilisation humaine ou elle disparaîtra. Les principaux gouvernants de notre planète auraient été informés de ces bouleversements à venir par des entités biologiques extérieures. Mais la principale préoccupation de nos gouvernants serait le risque d'un effondrement des valeurs qui ont organisé notre société humaine depuis des siècles. Ils sont surtout préoccupés par des révélations sur une énergie libre qui serait utilisable immédiatement, ainsi que l'avait défini Nikola Tesla dès le début du XXe siècle. Ce sont en effet les sources d'énergie polluantes qui permettent au système économique actuel de maintenir les populations dans sa dépendance économique et monétaire. C'est le pouvoir des gouvernants, religieux, politiques, économiques et ceux dans l'ombre du nouvel ordre mondial, qui serait remis en cause. Les EBE qui côtoient nos représentants gouvernementaux respectent les libres arbitres des civilisations qu'ils visitent et dont ils surveillent les évolutions, dans la partie galactique qui leur serait dévolue. Ils n'ont donc pas à s'impliquer dans les niveaux évolutifs qu'ils rencontrent. Ils auraient démontré leurs bonnes intentions auprès des gouvernants terrestres qu'ils ont pu rencontrer. Ils auraient également démontré quelle pouvait être leur puissance technologique, en cas d'un non-respect de leur présence sur Terre et au sein de notre système solaire. Ils auraient, en particulier démontré, comment ils pouvaient neutraliser facilement et immédiatement les armements nucléaires des États qui les possèdent. En parcourant des dossiers historiques, il est remarquable d'observer que de très importants éléments et événements auraient sciemment été cachés aux populations. Par exemple, la sophistication du cerveau humain ne correspondrait pas aux théories, communément admises, de l'évolution. Les espèces humaines auraient été modifiées au niveau de leur ADN, au cours du temps. Cela expliquerait le fameux chaînon manquant, ne permettant pas d'expliquer l'évolution humaine à partir des hominidés. Cela pourrait aussi expliquer les très grandes disparités humaines sur les continents. Des modifications génétiques localisées auraient-elles été réalisées au cours de l'histoire humaine. Nos laboratoires de recherche savent très bien manipuler les codes génétiques. Il s'agirait effectivement de mutations artificielles. Que nous montrent les hiéroglyphes égyptiens. Tout dans ces incrustations semblerait expliquer une cohabitation avec une entité biologique extérieure à notre planète. D'autres civilisations se seraient épanouies très rapidement sur tous les continents, à diverses époques, sans que les explications officielles puissent être vraiment convaincantes. De nombreux monuments, extravagants par leur volume, leurs proportions et leur positionnement, nous démontrent que notre technologie ne suffirait pas à les réaliser et là encore les explications admises apparaissent déconcertantes. Le temps communément admis pour leur réalisation ne correspondrait pas avec les moyens que les sociétés concernées étaient censées utiliser à ces époques. Lorsque les faits ou les informations détenues ne correspondent pas avec notre niveau de compréhension, ils sont tout simplement éludés. On appelle cela un filtrage des connaissances. La communauté scientifique officielle a la fâcheuse habitude de cacher tout ce qui contredit ces dogmes établis. D'anciennes écritures feraient allusion à des dieux venus des cieux dans des chariots de feu, dans un but d'éducation des peuples primitifs. Les tablettes, cunéiformes, des Sumériens seraient particulièrement précises dans ce sens. Elles ont été expliquées officiellement comme étant des mythes. Les récits sumériens préciseraient pourtant la création d'êtres devant réaliser des travaux d'extraction de l'or dont les dieux avaient besoin. Les dissimulations de la vérité sont nombreuses et à tous les niveaux. Des systèmes solaires, rien que dans notre galaxie, sont beaucoup plus anciens que le nôtre et abritent donc des niveaux de connaissances beaucoup plus évolués que les nôtres, et dans des domaines que nous ignorons encore. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Des aliens reptiliens. Cela pourrait être des extraterrestres qui se seraient établis sur notre planète depuis un peu plus de 6000 ans. Des entités reptiliennes se seraient implantées au sud du Moyen-Orient actuel, en période pré-sumérienne. Des statuettes à tête de reptiles datant de cette époque y auraient été découvertes, mais d'autres aussi dans d'autres régions de la planète et datant approximativement de la même période.
La science officielle considère ces découvertes comme autant de mythologie. Sur tous les sites archéologiques où des découvertes de statues et de fresques surprenantes ont été faites, elles ont immédiatement été cataloguées dans la catégorie des mythes. Cela permet d'éviter des explications. Certains textes anciens préciseraient une faculté de métamorphose de ces reptiliens leur permettant d'obtenir des apparences humaines. Cette faculté leur aurait permis et leur permettrait encore de manipuler les humains et de prendre le pouvoir sur eux. Les métamorphes seraient des créatures capables de prendre des apparences à volonté. Ces aliens reptiliens auraient eu la capacité d'effectuer des manipulations génétiques afin de créer, sur la Terre, une espèce hybride dévolue à des tâches subalternes. Une humanité d'esclaves aurait ainsi été dévouée à leurs exigences. Des références à une partie de notre cerveau, le cerveau reptilien, également appelé le cerveau archaïque, et qui ne représente qu'une petite partie du cerveau humain, seraient organisées pour la conservation de l'espèce. Il serait également doté d'une horloge biologique. Il s'agirait, en l'occurrence, d'un des héritages des manipulations génétiques. L'espèce de ces reptiliens aurait une particularité de multidimensionnalité, dont l'occurrence échappe à notre niveau de compréhension. Seules les théories de l'univers quantique seraient susceptibles d'éclaircir ce type de particularité de divers univers cohabitant avec l'univers physique. Leur appartenance à une autre dimension d'univers leur octroierait des conditions d'existence très particulières. Notre matérialité serait favorable à leur nécessité de progression. Ils utiliseraient notre monde pour pouvoir récolter un certain volume de notre énergie. Cependant, leurs incursions représenteraient un aspect extrêmement négatif à notre développement psychique. Toutefois, toutes les variétés de reptiliens ne fonctionneraient pas selon ce schéma négatif. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. D'autres révélations. Une ancienne avocate de la Banque mondiale, ayant exercé pendant 20 ans, aurait précisé qu'une race non humaine serait présente sur notre planète depuis plusieurs millénaires. Elle aurait soutenu que cette variété d'humanoïdes dirigerait l'humanité. Cette entité biologique extérieure aurait créé les religions, les banques et les systèmes économiques antérieurs et celui que nous connaissons. Elle contrôlerait tout le système monétaire. Elle serait aussi à l'origine des conflits permanents opposant les êtres humains entre eux. Elle serait surtout présente, partout dans les hautes instances dirigeantes. Elle serait également implantée au sein même du Vatican, alors appelé les archontés, où elle dirigerait les jésuites. Ils seraient les gardiens des vérités historiques, en qualité d'initiés. Des groupes, d'hominidés, non terrestres auraient ainsi toute l'humanité sous leur contrôle. D'une intelligence supérieure à la nôtre, ces groupes ne seraient pas créatifs, mais uniquement mathématiques. Les extraordinaires avancées technologiques du XXe siècle seraient le résultat d'une coopération ponctuelle. Notre monde, toujours selon ces affirmations, serait régi par des sociétés secrètes, telles que les Illuminatis, les Bilderberg, les francs-maçons, etc. Ces groupes ethniques extérieurs n'auraient aucune difficulté à se dissimuler au sein de l'humanité. Cette élite utiliserait les institutions financières et les multinationales pour dominer l'humanité. Leur politique est simple, ils utiliseraient la corruption à outrance, à tous les niveaux de la société, et dans tous les secteurs opérationnels. Les moyens d'information seraient également à leur service. Cette avocate de haut rang, devenue lanceuse d'alerte, a créé le comité d'organisation non gouvernementale de la section du droit international de l'American Bar Association, et le comité sur le multilatéralisme et la responsabilité des organisations internationales de la branche américaine de l'International Law Association. Elle dénonce notamment le système financier corrompu que l'élite mondiale utilise pour s'approprier en totalité toutes les richesses et toutes les ressources de la planète. Elle précise que la Banque mondiale, le FMI et les banques centrales contrôlent en totalité la mise en circulation de l'argent sur toute la planète, par l'intermédiaire de la Banque des règlements internationaux. Cette banque privée des règlements internationaux, fixée à Genève, n'aurait aucun compte à rendre à qui que ce soit. Elle serait utilisée, entre autres choses, pour les blanchiments d'argent, ce qu'elle aurait fait notamment avec les nazis, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Tous les 2 mois, les banquiers centraux du monde entier se réunissent à Bâle pour décider du sort des systèmes économiques de la planète. L'élite mondiale contrôle absolument tout. Cela leur permet de mieux diriger l'humanité.
Il s'agit en fait d'un système de néo-féodalisme et d'asservissement de la totalité de l'espèce humaine. 6 grands groupes de l'information contrôlent la quasi-totalité des informations divulguées auprès des populations. Toute personne, tentant de s'insurger envers cette situation, est rapidement mise hors d'état de nuire au système. Toujours selon cette avocate, ces entités extérieures, dénommées Homo capensi, en référence au gris de l'ufologie actuelle, auraient évolué en parallèle avec l'espèce humaine. Ils se considéreraient d'ailleurs chez eux, sur Terre. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Le sexisme. La société humaine est très sexiste. Elle a octroyé une supériorité à l'homme au détriment de la femme. Les religions seraient particulièrement responsables de cette situation. La religion chrétienne dans sa branche catholique n'accorderait aucune place à la femme pour ce qui concerne les responsabilités œcuméniques dans l'exercice de ses valeurs. Des distinctions vestimentaires témoigneraient aussi d'une discrimination des valeurs, dans les religions juives et musulmanes. La religion protestante serait plus conciliante en accordant une meilleure place à la femme. Qu'en est-il des autres sectes religieuses institutionnelles ou non institutionnalisées? Et qu'en est-il des institutions économiques et politiques? Une grande cause, celle d'une égalité entre les femmes et les hommes, par la reconnaissance d'une discrimination des femmes, serait indispensable. Par une lutte contre les harcèlements et les violences sexistes faites aux femmes. Une lutte contre le harcèlement de rue, sur et dans le domaine public, avec un délit d'outrage sexiste fait aux femmes, serait une première avancée. Une lutte contre le sexisme au travail, toujours à l'encontre des femmes, en serait une seconde. Une lutte contre les agressions sexuelles et les viols, dans la sphère privée, serait une véritable évolution. Enfin, une lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs, âgés de moins de 15 ans, filles ou garçons serait aussi une évolution favorable. Des services publics devraient être à l'écoute, pour une meilleure lutte et une meilleure prévention contre ces harcèlements et ce sexisme outrageant. Notamment, avec une meilleure prise en charge, par les unités médicales, des conséquences psychotraumatiques des victimes. Mais aussi par la création d'un nouveau système de signalement pour les victimes, ainsi qu'une meilleure information scolaire sur le sujet des discriminations et des harcèlements sexuels. Des opérations de sensibilisation sur ces sujets pourraient également être lancées auprès des parents. Une meilleure connaissance des démarches devrait être entreprise, par les femmes victimes, dans la création des dépôts de plaintes et aussi de la préservation des preuves des actes délictueux. La loi du silence actuelle doit désormais faire la place à un meilleur humanisme envers les femmes. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Vers une nouvelle ufologie. L'étude du domaine ufologique est des plus déconcertantes. Les déplacements des objets volants non identifiés, dont la matérialité n'est pas toujours évidente, défient cependant toutes les lois de notre physique, communément admises. Leurs accélérations, leurs trajectoires, leurs apparitions-disparitions incongrues. Ils sont capables de se diviser et de se réagréger, de changer de forme, d'entrer dans l'eau, dans les montagnes ou dans les volcans. Face à autant d'incohérences, les scientifiques ont préféré éluder les phénomènes en déclarant que tout cela ne pouvait exister. Le phénomène OVNI serait également capable de capter la pensée et les intentions des humains qui sont témoins de leurs apparitions. Dans les cas de rapprochement avec les entités qui pilotent ces appareils, des interactions sont tout autant déconcertantes. Ils contrôlent l'état de veille ou paralysent les témoins. Il y a ensuite une impossibilité d'action du témoin, la conscience semble être déconnectée du corps physique. Elle est accompagnée d'une sorte de paralysie temporaire, des capacités physiques, sans que cela n'atteigne les facultés mentales. Ils établissent, le cas échéant, un isolement sensoriel, c'est-à-dire une modification de la perception de l'espace et du temps. Le témoin se retrouverait à l'intérieur d'une bulle intemporelle, représentant une forme induite de privation sensorielle et par une suspension temporelle accompagnée d'un silence total. Ils transmettent des réalités fictives ou des informations faussées, c'est-à-dire une substitution du réel, dans le psychisme des témoins, pour occulter délibérément la réalité initiale de la rencontre. Ils peuvent aussi induire un comportement irrationnel, par des interférences avec la conscience humaine, avec ou sans conséquence pour le témoin.
Cependant, leur impact contraint quelquefois les témoins à concevoir de nouvelles visions du monde, avec des conséquences importantes dans leur vie. Il s'agirait donc bien d'une relation télépathique ponctuelle entre le témoin et l'OVNI se trouvant à proximité. Une résistance aux injonctions mentales apparaît impossible. De telles interférences avec la conscience humaine, qui seraient initiées par des facteurs exogènes, procéderaient d'actions délibérées pouvant correspondre à un programme planifié. Les contacts de cette envergure pourraient avoir pour raison essentielle d'influencer les témoins dans la modification de leurs pensées et de leurs comportements à longue échéance. Ces interférences sont diversifiées. Il y a d'abord une volonté d'identification d'un OVNI par un témoin. La première des conséquences de ces apparitions concerne une nouvelle vision de notre environnement physique. Tout apparaît dorénavant comme relevant de modèles d'information, par une substitution à notre réalité. Des réalités fictives seraient transmises aux témoins, dans un but de dissimulation et de camouflage d'une réalité exogène ne devant pas être observable. Cela pourrait procéder d'une volonté de ne montrer qu'une apparence délibérée, dans le cas où la réalité exogène apparaîtrait insupportable pour les témoins, afin de les protéger de certaines conséquences psychiques pouvant leur être désastreuses. Il s'agirait d'un concept de substitution de réalité. L'information recouvrerait un état de réalité, actuel, potentiel ou virtuel. Elle ne serait qu'une possibilité, soit un état de potentialité neutre et non encore réalisé. C'est son traitement par l'action de la conscience qui déciderait qu'une réalité puisse devenir existante. Il y aurait, à partir de ces constats, des modèles d'information et un état modifié de la conscience. Ou encore, par une connexion indirecte à partir de moyens de perception élaborés. Les ovnis et leurs occupants pourraient permettre d'appréhender leur réalité. Par contre, les enlèvements obligent à appréhender un autre aspect d'interférence des entités biologiques extérieures avec notre monde. Ils mettraient en évidence un contrôle total de la conscience humaine, par ces entités. Les conséquences qui en résultent, dans la vie des personnes abductées, sont extrêmement lourdes. Ces actions directes sont particulièrement brutales. Les personnes, victimes de ces enlèvements temporaires, seraient évaluées à plusieurs millions sur la Terre. Elles vivraient des expériences très traumatisantes et très lourdes de conséquences psychiques. Il y aurait là un traumatisme manifeste d'une interférence constante, pendant une longue période de temps et à une très grande échelle, avec la conscience humaine. Cela ressemblerait à une opération d'assez grande envergure qui pourrait concerner l'ensemble des habitants de la planète. Un état modifié de la conscience serait alors un facilitateur de compréhension par l'intermédiaire d'un autre plan de réalité. La théorie informationnelle permet de prendre en considération différentes manières de structuration de l'espace et du temps, à partir de la conscience. Les études concernant l'univers quantique avaient déjà introduit ce concept particulier. À titre d'exemple, le cerveau apparaît comme un enregistreur d'informations. L'ADN devient une banque de données des informations. La seconde des conséquences, plus ou moins liées aux apparitions d'OVNI, pourrait signifier que la matière dériverait de la conscience. L'univers quantique prend aussi en considération que le physique dépendrait de la conscience. La mécanique quantique précise que la réalité n'est pas ce qui est perçu, mais au contraire elle serait une superposition de tous les possibles. La réalité correspondrait alors à une densité d'informations superposées. Partant de ce constat, il est possible d'envisager que les ovnis soient parfaitement constitués de matériaux, leurs occupants parvenant à s'affranchir des distances cosmiques. Le phénomène ovni représenterait une émergence métaphysique dans notre environnement et de la nature de leur réalité. Des distorsions de l'espace-temps permettraient de réduire les distances. L'espace étant flexible, il apparaît envisageable de pouvoir en raccourcir son volume. Il s'agirait d'une technologie pouvant compresser l'espace à l'avant d'une bulle, créée par le véhicule de déplacement interstellaire, puis de dilater l'espace situé à l'arrière. Ainsi c'est l'espace qui se déplacerait à une vitesse extravagante avec le véhicule situé à l'intérieur de la bulle. Dans cette bulle d'espace-temps, les occupants n'auraient aucune perception ni de la vitesse de déplacement ni de ses variations angulaires. Il convient de se souvenir des particularités de l'élément 115, l'unimpentium, et de son utilisation dans la propulsion d'OVNI. L'intérieur du disque est divisé en 3 niveaux.
Le niveau le plus bas est celui où se trouvent 3 amplificateurs de gravité pesanteur où les guides d'ondes gravitationnelles sont localisés. Ce sont les composants intégraux du système de propulsion qui est utilisé pour amplifier et focaliser les ondes gravitationnelles A. Le réacteur est situé directement au-dessus des 3 amplificateurs de pesanteur au niveau central et est centré au-dessus d'eux. Le réacteur est un système fermé qui emploie l'élément 115 comme carburant. Cet élément est également la source de l'onde de gravité A, qui est amplifiée pour la déformation de l'espace-temps et le voyage dans l'espace-temps. Une configuration, micro-ondes, permettrait à l'appareil de n'utiliser qu'un seul générateur de propulsion en déplacement atmosphérique. Une autre configuration, delta, servant aux voyages spatiaux. Ces engins se déplacent dans un environnement gazeux, qui crée un halo brillant qui l'entoure. Le niveau central du disque loge également des pupitres et des sièges de commande. Tous les murs du niveau central sont divisés en arches. À un moment donné, quand le disque est activé, une des arches devient transparente et l'on peut voir au dehors comme si cette arche était une fenêtre. La source d'énergie est un réacteur qui emploie l'élément 115 en tant que carburant. Dans ce réacteur, l'élément 115 est employé comme une cible et est bombardé avec des protons dans un petit accélérateur de particules fortement sophistiqué. Quand un proton fusionne avec le noyau d'un atome de l'élément 115, il subit une transmutation et devient un atome de l'élément 116. Bien que nous puissions réaliser la transmutation d'éléments ici sur Terre, elle n'est pas normalement réalisée de cette façon, et pas du tout avec ce niveau d'efficacité. Chaque atome de l'élément 116 se désintègre en libérant 2 antiprotons, antihydrogène, qui est une forme d'antimatière. L'antimatière peut être produite dans des accélérateurs de particules, ici sur Terre, mais seulement en quantité infime et ne peut être stockée que pendant de courtes périodes. Le flux des particules d'antimatière produites dans le réacteur est dirigé et évacué dans un tube régulateur, qui la confine pour l'empêcher d'entrer en contact avec la matière qui l'entoure, et réagit avec une cible de matière gazeuse. Cette réaction d'annihilation totale est la réaction nucléaire plus efficace et énergique qui soit. Aussi étonnant et efficace que tout ceci paraisse, c'est seulement secondaire à la fonction primaire du réacteur. Le flux d'antiparticules émis par la transmutation de l'élément 115 n'est pas la seule énergie rayonnée lors du fonctionnement. C'est d'abord le point auquel l'onde de gravitation A est produite. L'onde de gravitation émise par la réaction 115 apparaît sur l'hémisphère du réacteur, se propageant vers le haut du guide d'onde accordé d'une façon très semblable à la manière dont les micro-ondes se comportent. Toutes les actions et réactions à l'intérieur du réacteur sont orchestrées parfaitement comme un balai minuscule, et de cette manière, le réacteur fournit une énorme quantité de puissance employée pour amplifier l'onde de gravitation A. Ainsi, il peut causer la déformation requise de l'espace-temps pour le voyage spatial, aurait déclaré un éminent technicien ayant eu à effectuer des recherches de fonctionnement sur des ovnis engrangés. Une autre technologie envisageable concernerait aussi une déformation de l'espace-temps, mais en dilatant le temps et en comprimant l'espace, toujours par l'intermédiaire d'une bulle où se situerait le vaisseau cosmique. Cela consisterait à quitter notre réalité d'univers dimensionnel pour accéder à une réalité multidimensionnelle. Une couche d'espace-temps de densité inférieure n'autoriserait plus un déplacement mécanique, mais permettrait un déplacement qui s'effectuerait par la pensée. La mécanique s'arrêtant dès que le temps s'arrête. Il convient de comprendre que le temps qui s'établit dans notre perception de l'univers physique n'existerait pas à l'échelle quantique. Le vaisseau se trouvant dans cette situation se situerait donc dans une autre réalité, dans un phénomène de décohérence. Il ne s'agit là, évidemment, que d'une théorie parmi tant d'autres. Une toute autre théorie concernerait la densité de soi, c'est-à-dire la faculté à partir d'un plan subconscient, de pouvoir agir sur une matérialisation des formes. Un pouvoir de la pensée qui permettrait instantanément la création. Un processus de densification qui autoriserait à des entités de pouvoir se manifester dans notre univers physique. Il y aurait un espace-temps global de cas dimensionnels. Enfin, une énergie spirituelle, faite de pure énergie serait capable de se manifester dans notre univers en utilisant des formes appropriées à leur convenance. Cette théorie aurait été admise à la suite de témoignages révélant des apparitions ne supportant aucune autre explication. Notre réalité de conscience serait une réalité d'espace. La conscience serait assimilée à une texture vibratoire de l'espace.
Notre réalité serait alors accomplie par la conscience collective et les champs des futurs probables consistant à des situations prévisionnelles pouvant se réaliser. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. La revalorisation des salaires. La comparaison des salaires, d'abord aux USA, puis en France pourrait-elle permettre aux employés français de se réjouir? Le salaire des grands patrons aux États-Unis, il ne s'agit que d'une moyenne, est égal à 350 fois celui du salaire moyen d'un de leurs employés. Il a progressé de 10 fois en 46 ans. Celui des salaires moyens des grands patrons français ne serait que de 93 fois. De telles rémunérations seraient-elles justifiables? Le salaire serait ainsi lié, selon l'avis des patrons, à la productivité. Les personnes qui estiment que les patrons seraient normalement rétribués argumentant aussi selon la théorie du tournoi, et que cela servirait à motiver les futurs carriéristes des entreprises, en adaptant leurs efforts, et que par ricochet, cela permettrait de meilleures performances des entreprises. Il y aurait aussi le phénomène des superstars, ces bons patrons difficiles à recruter. Il s'agirait donc d'un juste prix à payer pour faire monter les enchères et ainsi pouvoir s'offrir les meilleurs, parmi les meilleurs. Un autre argument, qui serait avancé, préciserait que les performances des entreprises justifieraient pleinement le bulletin de salaire destiné à leurs patrons. Et, quand bien même les performances ne seraient pas au rendez-vous, puisqu'il s'agit de gros montants qui sont en jeu, il serait bien normal qu'une grosse partie des gains leur soit rétrocédée. Cependant, il apparaît qu'il n'existerait aucun lien véritable entre les performances et la rémunération des grands patrons. Les économistes soulignent en particulier que les performances sont le plus souvent liées à des aléas, qui ne dépendent ni des talents ni des efforts personnels des patrons. C'est surtout la taille de l'entreprise qui justifierait les rémunérations excessives de leurs patrons. Effectivement, il est constaté que plus le niveau hiérarchique est important, et plus le panel des salaires est large. Plus le système des rémunérations est complexe, et plus il rapporterait, compte tenu d'un niveau de responsabilité devenu beaucoup plus marquant. D'autre part, les dirigeants bénéficieraient surtout d'un pouvoir bien plus conséquent, pour avoir le droit de décider de leur niveau de rémunération puisqu'ils peuvent le fixer eux-mêmes. Les actionnaires et les conseils d'administration n'ont en fait aucun moyen d'en contrôler le bien fondé. Les informations, concernant d'éventuels mérites des patrons sont bien insuffisants pour leur permettre d'en définir la juste rémunération. S'il existe de vraies raisons économiques de rémunérer les grands patrons, elles demeurent particulièrement discutables. Quant à une vraie justice sociale, même pour ce qui concerne le SMIC. Aucune revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance n'aurait pu croître en France depuis 2012. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Une économie mondialisée. L'élite mondiale ne se contenterait pas de contrôler les méga-entreprises. Elle dominerait également les organisations non élues, qui n'ont pas de compte à rendre, et qui contrôlent les finances de presque tous les pays de la planète. La Banque mondiale, le FMI et les banques centrales comme la Réserve fédérale des États-Unis contrôleraient littéralement la création et la circulation de l'argent dans le monde entier. La Banque mondiale et le FMI seraient au centre du système financier international. Ils y auraient plusieurs rôles. L'un d'entre eux est de superviser le Global Collateral Account. Il s'agit d'une organisation qui signifie tous les biens de la Terre. L'or, les métaux précieux, les trésors, les œuvres d'art. Ces biens sont la propriété de l'humanité et sont là pour le bénéfice de l'humanité tout entière. 170 000 tonnes d'or seraient en dépôt à la Banque d'Hawaï. Toutefois, il ne s'agit pas de l'or physique, ce ne serait que des certificats, car l'or physique serait caché ailleurs. Je dis que nous sommes totalement tenus à l'écart des informations. Nous sommes dans le noir. Les médias traditionnels sont totalement sous contrôle. Cela est prouvé et documenté par la Federal Institute of Technology. Nous sommes totalement infantilisés sur toutes ces choses dont nous sommes tenus à l'écart. Nous ne devrions pas être surpris que les biens de l'humanité nous soient cachés. Nous disons que cet or n'est pas seulement celui des États-Unis, mais celui de tout le monde. Nous devons éduquer l'humanité sur la légalité et les structures qui détiennent les biens de l'humanité. Car cela appartient à l'humanité.
Les dettes des États ne sont qu'une immense escroquerie, ce ne sont pas seulement les États-Unis qui sont pris au piège par ce système, la Bank for International Settlements, la Banque centrale et tous les pays sont pris au piège. Les États-Unis sont à l'embranchement de deux routes. Et ce n'est pas seulement les États-Unis, mais l'humanité tout entière. Les trois armées, des USA, de la Chine et de la Russie, travailleraient toutes ensemble actuellement pour tenter d'éradiquer la corruption mondiale afin que l'humanité puisse continuer. Une fois que les gens auront compris l'arnaque, cette arnaque sera terminée. Mais il y a deux façons de garder les personnes dans la matrice et pour qu'ils obéissent comme on dit. La première, c'est avec le pot de miel, quand les personnes ne peuvent pas s'empêcher d'être attirées par le miel. Affaires, dans des hôtels avec des banquiers ou des politiques, lesquels sont filmés à leur insu, avec des miroirs à double teinte par lesquels on les filme pour les exposer plus tard si besoin. Ça, c'est la première façon. Et l'autre, c'est de leur donner des salaires énormes. Donc on a la carotte et le bâton. Et il est très probable que ces personnes étaient coincées. Ils n'avaient plus nulle part où aller. Certains d'entre eux se seraient suicidés. C'est très courant. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Une réduction des dépenses. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Les cibles. Les deux dernières guerres mondiales, qui ont coûté 100 millions de vies à l'humanité, n'auraient eu aucune autre utilité. La guerre est une maladie. À la manière d'un parasite ou d'un virus qui infecte une personne, la guerre infecte l'humanité. Ils ont tous été constructeurs d'armes, Archimède, De Vinci, Tesla, Nobel, Einstein. La guerre les aurait tous infectés. La guerre nécessite des ressources, des compétences, de la précision et de la persévérance. À aucun moment, dans l'histoire humaine, aucune personne n'aura été capable d'autant d'innovations et de prise de risques que les fabricants d'armes. Eisenhower avait précisé que le monde armé déterminait le génie des scientifiques. La paix pourrait-elle un jour mobiliser autant de facultés? À Neuf-Brisac, le génie militaire de Vauban avait construit la fortification militaire la plus emblématique de son génie. Heureusement, certaines applications, issues du génie militaire, passent ensuite au profit de certaines technologies civiles. Le Pentagone, qui est le quartier général du département de la défense des États-Unis, a besoin d'un budget annuel de fonctionnement de 740 milliards de dollars. La faim dans le monde pourrait être complètement éradiquée avec 270 milliards annuels. La connaissance de l'humain serait infinie. La Corée du Sud exporte 2 fois plus de produits manufacturés que la Russie. Son territoire est pourtant 170 fois moins étendu et sa population est 3 fois moins importante. Les biens immatériels tels que la connaissance sont multipliés alors que les biens matériels sont divisés. Le métissage des connaissances est exponentiel. La connaissance acquise est proportionnelle au gisement de celle-ci par le temps passé à l'acquérir. Les fictions de la science. Tome 2. En aparté. Une expansion des connaissances. De nombreux enfants auraient des facultés particulières qui, la plupart du temps, s'estompent ou disparaissent au cours du temps. Pourtant, certains d'entre eux parviennent à conserver et même à améliorer ce qui est communément appelé des dons particuliers. Spécialement, celui d'être capable d'observer une sorte de halo coloré qui serait situé autour du corps des personnes. Il s'agirait, entre autres choses, de formes de pensée lisibles à partir de ce phénomène singulier. D'autres enfants, ou adolescents, ou même des adultes, auraient la faculté de quitter leur enveloppe physique. Elles pourraient ainsi soustraire leur conscience de l'environnement physique de leur corps. De nombreux témoignages de personnes victimes d'accidents divers ont pu décrire des situations de ce genre. Là, en l'occurrence, il s'agirait de personnes n'ayant pas subi de traumatisme particulier. Elles auraient tout simplement la capacité de migrer en dehors de leur enveloppe corporelle. Au cours de leur première expérience, leurs interrogations sont multiples. Ensuite, elles parviendraient à canaliser leurs émotions et à maîtriser leur nouvelle situation. Elles acquièrent des perceptions, d'abord déconcertantes, puis novatrices et extrêmement valorisantes. Elles sont surtout conscientes qu'il ne s'agit pas d'un rêve, mais d'une nouvelle perception de leur environnement. Précédemment très déconcertantes, ces situations deviennent ensuite très valorisantes. C'est une nouvelle ouverture vers d'autres niveaux de perceptions et vers des perceptions et aussi vers d'autres niveaux de la conscience et des consciences.
Il y aurait une période d'accoutumance vers de nouvelles démarches causées par ces nouvelles perceptions et vers d'autres dimensions d'espace-temps. Les voyages hors de l'espace physique s'effectueraient à la vitesse de la pensée. La simultanéité et l'instantanéité de ces expériences permettraient d'appréhender d'autres facultés dans la compréhension vers d'autres environnements. Les sensations, les sentiments, les perceptions seraient situés à l'extérieur du corps physique, dans un type d'expérience ou d'expérimentation. Tous les sens seraient, bien au contraire, décuplés par rapport à leur situation normale, dans leur environnement normal. La vie réelle se situerait donc ailleurs, dans des situations difficiles à expliquer. Ces témoins d'un autre environnement percevraient toutes les vibrations de la matière, totalement invisibles dans l'environnement physique, normal. Ils parviendraient à une autre conception de la vie. La mort, elle-même leur serait alors considérée comme inexistante. Tout ne serait que vibration. Ils auraient même la faculté d'accéder aux expériences de leur précédente vie physique. Toutefois, un tel modèle d'expérimentation, dans divers plans d'organisation de la conscience, demanderait de nombreuses années d'expérience progressive, avant de pouvoir parvenir à des niveaux conscients pouvant être considérés comme supérieurs. Ces plans se situeraient dans des niveaux dimensionnels très subtils. Des voyages dans l'espace s'effectueraient d'une façon instantanée. Ces personnes, dotées de ces fonctions particulières, auraient aussi la faculté de rencontrer d'autres personnes ayant obtenu des facultés équivalentes et elles pourraient avoir la possibilité d'échanger avec elles des modes de pensée. Les sensations, les sentiments et les émotions seraient beaucoup plus exacerbés. Cela semblerait vouloir suggérer que notre monde physique ne serait qu'une petite partie d'une réalité beaucoup plus variée et bien plus intense concernant l'organisation énergétique d'un univers ou de plusieurs univers ou de multivers. Il y aurait, selon toute vraisemblance, bien d'autres niveaux de réalité à découvrir. Des perceptions extrasensorielles et des jugements personnels de la vie des témoins ayant vécu des expériences de mort imminente sembleraient démontrer cette véracité. Le corps physique serait un véhicule emprunté qui permettrait de réaliser, au sein de la matière, des niveaux de connaissance qui seraient utiles à la conscience. Au cours de leurs expériences de décorporation, les personnes concernées s'aperçoivent que la matière, qui représentait auparavant un obstacle, n'a dorénavant plus de consistance pour elles, pas plus que les personnes qu'elles rencontraient normalement. Elles obtiennent instantanément le pouvoir de traverser les obstacles et les personnes. Cela va aussi signifier pour elles, qu'elles n'ont plus la possibilité de parler ni de correspondre avec les personnes qui leur sont proches ni avec les autres. Elles n'appartiennent plus à notre monde physique. Il apparaîtrait que des personnes décédées resteraient à proximité de leur lieu d'existence. Les personnes qui décèdent de mort violente ne parviendraient pas à prendre conscience qu'elles ne figurent plus dans le monde physique. Quitter le plan physique ne serait pas aussi simple. Les personnes conscientes que leurs jours sont comptés et que leur fin est proche deviendraient plus aptes à quitter rapidement le monde physique. Il y aurait cependant des cas particuliers où certaines personnes auraient besoin de continuer leur mission, positive ou des dépendances négatives. L'univers spirituel qui les attend serait extrêmement valorisant. Elles auraient notamment des fonctions de guide à assumer. Les perceptions extrasensorielles ne sont pas courantes dans le monde occidental et justement à cause de la culture occidentale. Celle-ci n'accorde aucune approche à d'autres modèles de sens beaucoup plus subtils que celui de nos 5 sens physiques. Les connaissances actuelles sur les modèles quantiques permettent pourtant de mieux pouvoir prendre en considération et de mieux appréhender ces témoignages particuliers. Des travaux de recherche en médecine quantique, notamment, feraient découvrir de nouveaux horizons insoupçonnés jusque-là. L'univers spirituel, qu'il convient d'appeler ainsi, apparaîtrait aussi réel que celui de notre univers actuel. Il s'agirait d'une autre organisation des modèles de vie. Les personnes extrasensorielles en sont parfaitement conscientes. L'organisation de leur vie deviendrait particulièrement différente de celle qu'ils avaient avant d'être conscients de leurs particularités. Leur corps astral leur permettrait d'avoir accès à des situations de nouveaux décès, mais aussi de nouvelles naissances, pendant leur voyage spirituel. Elles auraient pu constater qu'une personne nouvellement décédée était accueillie très chaleureusement par les personnes qui l'avaient précédée, comme s'il s'agissait d'une naissance. Mais, plus surprenant, il leur était surtout possible de constater la tristesse des personnes, dont l'un des leurs repartait dans un cycle physique.
Il devait les quitter, et donc pour elle, il était tout simplement en train de décéder. Les plans s'inverseraient dans des configurations opposées à nos modèles de compréhension. Les voyages spirituels permettraient aux personnes favorisées, par les particularismes de leurs dons, de pouvoir côtoyer d'autres formes de réalité. La civilisation occidentale a délibérément adopté une réalité consensuelle. C'est-à-dire un accord inconscient, émanant de ce groupe culturel, à définir un modèle d'organisation particulier de la réalité. Cependant ce dogme ne correspondrait pas du tout à ce que serait la réalité intrinsèque, et donc inhérente à d'autres modèles d'organisation, de ce qui pourrait être appelé le monde spirituel ou le monde de la conscience. Ce dogme ainsi adopté ne correspondrait qu'à une perception appauvrie, donc partielle et parcellaire de la réalité. Dans ces particularismes adoptés par les personnes capables de percevoir d'autres fonctions de l'existence individuelle de chacun, leur perception de la vie et de ses fonctions deviennent très différentes au fur et à mesure de leur nouvelle connaissance. Leurs rapports avec les autres personnes de leur entourage en sont complètement modifiés. Chacun d'entre nous posséderait un guide spirituel chargé de nous faciliter le parcours dans la vie physique et de nous guider vers d'autres modèles beaucoup plus subtils. 7. Des corporations, occasionnelles des initiés, ou définitives ou bien provisoires, des simples mourants, permettraient aussi de voyager dans d'incompréhensibles dimensions. Il semblerait également qu'elles permettent d'accéder sur d'autres planètes, à condition toutefois d'y être autorisées. Cela semblerait suggérer qu'il y aurait des degrés d'évolution liés à chaque personne. Toutes les planètes, de tous les systèmes solaires, seraient toutes habitées, mais avec d'autres modèles vibratoires. Il apparaîtrait que beaucoup de planètes seraient déjà passées dans des modèles vibratoires beaucoup plus évolués que celui de notre Terre. Pour pouvoir accéder à ces planètes d'un modèle vibratoire différent d'une autre, il faut d'abord avoir pu accéder à un autre modèle d'évolution. Il apparaît alors inconcevable, d'un point de vue organisationnel, qu'il ne puisse y avoir de la vie que sur une seule planète, laquelle est perdue dans l'immensité d'une galaxie, elle-même perdue dans l'immensité des groupements galactiques, eux-mêmes disséminés dans l'immensité de l'univers physique qui est accessible à la perception de nos sens. Longtemps l'humanité a considéré que sa planète était au centre d'un univers qui gravitait autour d'elle, avant de prendre conscience que c'était faux. La plupart des sectes religieuses, institutionnelles ou non, continuent à faire croire à la grandeur d'une humanité élue des dieux et d'un univers créé pour eux. Les instruments qui nous permettent d'explorer les autres planètes et le cosmos sont adaptés à nos niveaux de perception. Ils ne peuvent pas prendre en considération les autres niveaux existentiels des autres réalités de ce cosmos. Il convient surtout de comprendre que toutes les planètes se référeraient à un modèle évolutif qui pourrait correspondre au niveau évolutif de ses occupants. Pour ce qui concerne l'existence d'autres entités diversifiées ou à peu près équivalentes à l'humanité qui pourraient être tentées d'envahir notre planète, il convient de prendre conscience que si elles utilisent des technologies supérieures aux nôtres, elles auraient évidemment conquis la Terre depuis bien longtemps. Toutefois, à l'identique des humains allant continuellement coloniser d'autres territoires terrestres, certaines entités sembleraient être aptes à vouloir utiliser l'espèce humaine, dans son ensemble, pour leur seul profit sur notre planète. L'espèce humaine pourrait même avoir été dimensionnée à leur service. Il est devenu une certitude, pour les secteurs militaires de tous les pays, que des entités viennent sur notre planète pour observer ce qui s'y passe et pour étudier quel peut être notre niveau évolutif. La Terre, en raison de sa diversité et de son niveau évolutif, représenterait un modèle attractif d'étude pour les voyageurs de l'espace. Des observateurs, dont les conceptions intellectuelles seraient différentes des nôtres, viendraient observer les différents niveaux émotionnels des humains. D'autres espèces auraient un rôle de protection de l'espèce humaine et surtout de la planète. Les niveaux évolutifs que connaissent les humains et les autres niveaux qu'ils auront à connaître sont des niveaux déjà connus et vécus par les autres espèces extérieures. La Terre serait considérée comme étant la seule planète, incongrue, de notre système solaire. Elle ne serait pas encore parvenue au niveau évolutif avancé correspondant aux autres planètes. Toutes les autres planètes auraient des contacts officiels entre elles. L'espèce humaine ne semble pas pouvoir être prise en considération à cause de son comportement continuellement belliqueux depuis sa création. Elle est réputée, par ses visiteurs, être une espèce d'hominide préhistorique complètement dépourvue d'une organisation cohérente.
Plusieurs guides conditionnés auraient été dépêchés sur notre planète pour permettre à l'espèce humaine d'être en mesure d'accélérer son évolution. Le plus influent d'entre ceux qui nous sont contemporains serait Nikola Tesla. Ses actions ont été complètement entravées parce que ses découvertes ne correspondaient pas aux orientations des dirigeants économiques de son époque. Nous devons libérer l'esprit des contraintes du temps et de l'espace, tout en préservant leur essence, aujourd'hui et pour les siècles à venir. Aurait-il déclaré. Son laboratoire de recherche et d'expérimentation aurait été volontairement incendié, ruinant ainsi plusieurs décennies de ses recherches. À l'évidence, il avait dérangé la bonne marche de la classe dirigeante. Toutefois, les dirigeants économiques ont utilisé au mieux les inventions de Tesla à des fins militaires. Toujours tuer pour conquérir et s'enrichir est simplement le seul aphorisme, c'est-à-dire le seul but essentiel, de l'espèce humaine. Il convient toutefois d'être conscient que la technologie, mise actuellement à la disposition de l'ensemble des populations, ne correspond pas aux technologies connues et qui pourraient être appliquées immédiatement pour le bien-être de tous. Elles sont soigneusement mises à la seule disposition de la caste oligarchique dirigeante. Lorsque de nouveaux chercheurs découvrent des technologies intéressantes, ils sont rapidement mis hors service. L'espèce humaine est volontairement cloisonnée dans les pouvoirs octroyés par les systèmes économiques, par les systèmes religieux, par les systèmes politiques, par les systèmes de communication, par les systèmes de santé, par les systèmes scientifiques, par les systèmes philosophiques, etc. Tous entre les mains d'un seul pouvoir central mondialisé. Les dégradations des espaces terriens, maritimes et aériens de notre Terre, causées par l'espèce humaine, ont aussi une conséquence sur l'humanité qui devra en payer rapidement le prix fort. Une réalité, d'ordre spatial, devra être respectée, de gré ou de force, par l'espèce humaine entière, ou elle devra en payer les conséquences et par sa possible disparition prochaine. Notre civilisation serait parvenue à un nouveau changement de paradigme ou de référence. Notre monde correspondrait à notre niveau de conscience et de compréhension. Nous ferions notre monde en fonction de nos propres sensibilités. Le monde ne serait donc pas objectif, mais il correspondrait à ce que nous sommes. Des formes de pensée fabriqueraient notre environnement physique. Il serait important de mieux comprendre que c'est la cause qui crée la conséquence. Dès lors où il y a la possibilité de connaître les origines d'un malaise, ces implications deviennent mieux compréhensibles. Pouvoir passer du chaos à l'harmonie pourrait ne dépendre que de nos formes de pensée. De nouveaux états de conscience permettraient d'appréhender la vie différemment. La vie dépendrait des croyances et des formes de pensée, mais sans aucune implication religieuse. La religiosité est un autre domaine qui n'a pas besoin d'être entretenu. Le pouvoir de la conscience, à partir du pouvoir des croyances, pourrait être un pouvoir infini. À partir de ce constat, il deviendrait important de comprendre le pouvoir des pensées et de leur contrôle. Cela passerait par une gestion des pensées, puisqu'elle serait la conséquence des effets. L'information permettrait la liberté. L'énergie utilisée serait salutaire à chacun de nos espaces environnementaux ainsi qu'aux résultats obtenus. La conscience de vouloir obtenir un monde harmonieux devrait d'abord devoir passer par des formes de pensée qui ne seraient qu'uniquement harmonieuses. Au contraire, les pensées négatives continueraient à entretenir le chaos et le désarroi. Nota, ces textes sont des extraits d'idées émises par diverses personnalités et provenant de plusieurs sources. En ce qui concerne les images d'illustration présentes dans cet ouvrage, elles appartiennent exclusivement à leurs auteurs respectifs. Elles ne sont utilisées qu'à titre illustratif, ne transgressant aucune législation en vigueur. Il convient de remercier le très grand nombre de personnes ayant contribué, directement ou indirectement, à la confection de cet ouvrage. Cette liste est beaucoup trop importante pour pouvoir y être transcrite. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 2. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque humaniste.